Si nous, on a le droit de rêver, tout le monde a le droit de rêver. Le soir, on devient pratiquement quelqu'un d'autre, en fait, sur scène. Ne vous y trompez pas, nous ne sommes ni à Las Vegas, ni à Broadway, ni sur les Champs-Élysées, mais à Kirchwiller, un petit village d'Alsace, en pleine campagne, avec ses 450 habitants. Un musical à la campagne, qu'est-ce que vous voulez, ça n'existe nulle part ailleurs. Le musical, il a transformé toute ma vie. Je suis bouché la journée, et quand j'ai terminé, je vais au cabaret pour faire portier. Des fois, je me demande comment on a fait. Retrouvez Mireille Dumas au pays des rêves devenus réalité. Demain soir sur France 2. Mercredi soir, c'est votre soirée continue sur France 2. La bascule, ou comment une prof en fauteuil roulant doit non seulement surmonter son handicap, mais aussi affronter le regard de ses élèves. Suivi du débat de 16 discutes, Jean-Luc Delarue demande à ses invités comment faire d'un handicap une force. Mercredi soir, le téléfilm suivi du débat, c'est votre soirée continue sur France 2. Nous avons choisi d'être au Burkina Faso à l'occasion du Cannes africain. Il a lieu tous les 2 ans. Il s'agit du FESPACO, le festival panafricain du cinéma et de la télévision qui se déroule à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Alors hier, nous vous avons présenté une émission consacrée à cet événement avec des cinéastes, des comédiens. Et ce matin, nous allons vous proposer un regard beaucoup plus élargi sur ce petit pays de 10 millions d'habitants. La vie quotidienne d'une famille burkinabé, les Ouedraogo. La ruée vers l'or pour des centaines d'hommes, femmes et enfants, l'enfer de la mine. Une femme, Mama Kouyaté, réinsère des enfants orphelins ou abandonnés par la musique et la danse. Chantal Compaoré, la première dame du pays, nous recevra chez elle. Pour la première fois, une caméra télévision a pu filmer une tradition ancestrale, la cérémonie du faux départ, avec l'autorisation exceptionnelle de l'empereur, le Moronaba. La nature, composée de savanes, abrite beaucoup d'animaux sauvages, lions, éléphants, babouins, antilopes. Youssouf Ouedraogo a quitté son village, il avait 17 ans, il est venu ici à Ouaga pour tenter de trouver du travail. Aujourd'hui il est commerçant, il a une petite boutique de quartier et puis il travaille aussi un petit peu dans le bâtiment. Il a 45 ans, il parle pas mal français, il l'a appris à l'école, c'est la langue officielle ici au Burkina. Il est musulman mais il n'a choisi de n'avoir qu'une seule femme avec laquelle il a eu 4 enfants. Portrait. Construit votre maison. Ouais, c'est moi qui ai construit la maison là. Puisque j'ai accueilli, ils m'ont attribué ça en 85. Le terrain, ils vous l'ont donné. Le terrain, ils m'ont donné ça en 85. De 85, j'ai commencé à construire en 86. De 86 jusqu'à 3 ans que j'ai construit. Bon, c'est beaucoup de travail, hein? Ah ouais, 3 ans. Bon. Qu'est-ce que c'est ici? Ici, c'est le salon. C'est le salon? Le salon, oui. Alors, qu'est-ce que c'est que cette mobilette? C'est une Yamaha. Ouais. Une Yamaha dame. Voilà. Et c'est une monture on se déplace pour aller au boulot avec ça. Ouais. C'est la télévision que vous avez? Ouais, c'est une petite télévision comme mon Hégé. Voilà. Elle marche bien? Elle marche bien, très bien. Même le soir, les enfants viennent regarder. Voilà. En noir et blanc ou en couleur? Noir et blanc. Ce sont les chambres? Oui, ce sont les chambres. C'est la chambre? La chambre des enfants. Ouais. Bon, les 2 garçons là. Ici, là, ce sont les 2 garçons qui se couchent ici. Et ils dorment par terre? Non, non. Puis, il y a une autre là.
si vous voulez, je peux amener une natte, on peut étaler pour faire une expérience. Il y a une natte ici, on peut étaler comme ça. Voilà. Et puis, ils dorment ici, quoi. On peut voir le royaume de votre femme? Voilà, il n'y a pas de problème. Ici, c'est... Ah, ça, c'est sa chambre, hein? C'est sa chambre. Ici, Ouais. c'est sa chambre. Alors là, il y a beaucoup de vêtements, hein. Elle est coquette. Elle est très coquette. Voilà. Hein, avec des boubous, là. Des boubous, Hein, des boubous. plein de couleurs. Plein de couleurs. Lequel vous préférez, vous? Qu'est-ce que vous aimez? Non, comme tenue? quel habit, quel poids, c'est là, moi, je... Ça vous est égal? Ça m'est égal, ouais. Alors là, on rejoint la cuisine qui est à l'extérieur. Alors le matin, vous vous levez tôt le matin? Ouais, nous nous levons à 5 h du matin. Ouais. Bon, la femme, elle se lève, elle vient faire le feu pour faire bouillir de l'eau. D'accord. Bon. L'eau est bien chaude. L'eau est bien chaude, voilà. Voilà. Et puis elle fera après la cuisine là. Voilà, pour le déjeuner, le dîner. Pour le dîner, voilà. L'instant de la nourriture le matin et de la nuit là. Ça c'est ce que vous mangez au petit déjeuner. Au petit déjeuner Hein? voilà. Ça c'est du mil ça? C'est du mil, ouais. Ouais. Du mil qu'on a. Avec un peu de sauce. Ouais, un peu de sauce, ouais. C'est très bon, hein. Ouais. Très très bon, ouais. Et puis vous avez quelques bêtes aussi, hein? Ouais, nous avons quelques bêtes. Voilà, qui permettent de nourrir la famille. Voilà, la famille, voilà. Et votre épouse, vous l'avez rencontrée comment? À notre rencontre. Ah, c'est une vieille histoire, hein. Bon, elle était la copine de mes petites sœurs. Bon, de mes petites sœurs, bon, moi je suis parti pour aller travailler, étanchéité à Wayugoya. Bon, quand je l'ai vu avec mes sœurs là, bon, vraiment je l'ai vu qu'elle me plaît quoi. Bon, quand... Mais c'est un mariage d'amour. Ouais, un mariage d'amour. J'ai dit à mon père, bon, les parents sont partis chez les parents de la femme pour parler de l'affaire du mariage. Maître Passeret, vous êtes avocat, vous êtes un intellectuel de ce pays. C'est quelque chose d'assez touchant ici parce qu'on sent qu'il y a une notion de travail quoi, très forte. Vous voyez sur ce plateau central, il y a une formule, une devise, un principe, ndaroe, kobo. Qu'est-ce que ça veut dire? Travail, travail, ne te redresse jamais. C'est le travail qui définit l'homme. C'est la devise des Mossi, ça? Oui, c'est la devise des Mossi, mais il faut savoir que c'est une devise pratiquement de toute la région. C'est-à-dire alors que quelle que soit la dureté de la vie, quelle que soit la dureté de la nature, quelles que soient les conjonctures et les pesanteurs, l'homme doit travailler. Et c'est par là qu'on le reconnaît. Est-ce que vous ressentez la même chose, Odile? Odile, vous êtes docteur en biochimie, vous êtes une enseignante, là aussi une femme qui réfléchissait beaucoup à votre société. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment quelque chose d'important ici, effectivement, le travail? Et est-ce que c'est peut-être le travail qui sauvera le Burkina? Le peuple burkinabé a servi pratiquement de réserve, de main-d'œuvre à pas mal de pays voisins. Et on pourrait même dire que nous avons beaucoup contribué au développement, par notre travail surtout, au développement de pays comme la Côte d'Ivoire, par exemple. Alors, on a même l'impression quand on est étranger ici qu'il y a une curiosité pour les étrangers. Il y a tout d'abord, on nous reçoit d'une manière très courtoise, très affable, et il y a un besoin en fait de connaître l'autre. Vous ressentez ça, vous aussi? Mais absolument, de par notre culture... C'est le journaliste qui parle, le journaliste du journal du jeudi. Culture, le Burkinabé est ouvert, par essence, il est ouvert à tout ce qui arrive. C'est ça qui donne l'impression aux étrangers qui arrivent et qui souvent étonnent les Européens, qui pour la première fois se retrouvent dans des petits milieux en Afrique, qu'on leur fait la fête, l'étranger est roi chez nous. Vous savez, toujours une autre devise pour devise, parce que ce pays se construit sur la culture. Et on dit également, mon pomboyour, oublie le ventre et recherche l'honneur. C'est-à-dire que si vous recevez un étranger, vous devez au besoin même passer la nuit affamé, mais il faut que l'étranger soit nourri. C'est le principe, non pas tellement de connaître l'autre, mais plutôt de faire de l'autre vous-même. C'est l'extrême conscience
du Burkinabé de faire de l'autre, en fait, qu'il soit africain, qu'il soit du Burkina ou qu'il soit non africain, il y a une certaine conception de l'homme qui va au-delà de toute frontière, aussi bien historique qu'humaine. Alors historique, on va en parler un tout petit peu. Par exemple, les tirailleurs, ce qu'on appelle les tirailleurs sénégalais, c'était des Burkinabés. Oui, en fait, vous savez, à l'époque, j'allais dire que le Burkina n'existait pas. Si je dis Burkina, c'est peut-être trop parler, mais même la Haute-Volta, vous savez, ce pays était à éclipse. On a tout ramené pratiquement au Sénégal, premier pays, première région de la colonisation, avec Dakar pour capitale. C'est pour cela qu'on a dit que tous ces Africains étaient des tirailleurs, et des tirailleurs sénégalais. Mais en fait, il y avait aussi bien des Tchadiens que des Volta aujourd'hui burkinabés et tout. Bon, mais vous savez, peut-être pour la petite histoire, il paraîtrait qu'au Mont Valérien, c'est un Burkinabé qui a été pris, les restes d'un Burkinabé, pour être et représenter le continent africain au Mont Valérien. C'est pour cela qu'on fait état de la Haute-Volta, du Burkina, dans beaucoup d'éléments à prendre pour symboliser les luttes, l'espoir, la conscience de la paix. Alors le travail à tout prix, ça on l'a compris, ainsi à Yako, qui est à une centaine de kilomètres de la capitale, de Ouaga, en pleine brousse, hommes, femmes, enfants, sont en proie à la fièvre de l'or. Ils ont creusé d'innombrables taupinières, poussés par la même idée fixe, trouver le bon filon ou une grosse pépite qui les arrachera définitivement de cet enfer. Image Jean-Claude Yersin, Pierre-Michel Rousset. Dans l'enfer blanc de la mine de Yako, écrasés par la chaleur, ils ne sont pas là par hasard. Ils viennent des quatre coins du Burkina Faso et des pays voisins, tous à la recherche du précieux métal jaune qui leur fera changer de vie. Édouard a 28 ans, il est arrivé ici, il y a 10 ans. Ici, c'est mon groupe. Ici, avec quelqu'un, je travaille avec des patrons. C'est une tour d'association de 3 personnes. Donc, je travaille avec eux. Chaque trou est sous la responsabilité d'un patron, c'est lui qui distribue le matériel et gère les hommes qui y travaillent. Leur trou, c'est leur seule richesse, ils le surveillent 24 heures sur 24. Au fil des années, l'or s'est fait plus rare, alors ils ont creusé de plus en plus profond. Certains trous vont jusqu'à 130 mètres de profondeur. C'est peur, mais comme j'ai l'habitude, quand même j'ai le courage. Je me donne à Dieu, parce que c'est pas facile. Quelque chose peut arriver facilement dans le vie. Et quand la peur est trop forte, ils se parlent à l'aide d'un tuyau. Chacun travaille de sa manière. Par exemple, les femmes et les hommes, ceux qui peuvent pas l'entreprendre, ils ramassent la terre, ils partent traiter avec l'eau, et aussi ils gagnent pour eux un peu. Voilà, ceux qui ne peuvent pas rentrer dans le trou. Voilà. Et il y a tout le monde, mais ils préfèrent aller ramasser la terre là et puis traiter pour venir rentrer dans la mort. À quelques mètres de là, dans le village, les femmes réduisent le minerai en poussière.
peu plus loin, grâce à de l'acide qui dissout la roche, des hommes vont pouvoir récupérer quelques grammes d'or. Pour eux, c'est une richesse. Ma plus belle prise, enfin peut-être 6 grammes. Mais c'est pas tout moment, hein. Je peux faire 3 mois et ça envoie ça. 1 gramme, pour eux, c'est l'équivalent de 40 francs français. Épuisés, ils travaillent sans relâche et leur salaire est incertain. Après avoir fait sortir le minerai, le patron enlève sa part et puis nous donne nous aussi notre part et on partage. Sinon on n'a pas de salaire. Au milieu des collines d'argile de Yako, les enfants et les femmes s'occupent de leur côté. Ils font un premier tri, séparant l'argile du minerai. Ici, l'Eldorado a plutôt le goût amer de la sueur et des espoirs déçus. Il y a des années, des chercheurs d'or avaient trouvé un bon filon, des pépites. Aujourd'hui, ils ne ramassent plus que de la poussière. Odile, on l'a vu avec ce reportage, des conditions vraiment très dures, même presque infernales. L'espérance de vie est très faible ici. Oui, environ 47 ans. Et actuellement, donc, c'est ce qui se passe. Mais ça n'a pas toujours été ainsi. Parce que, pour la petite histoire, on se rappellera toujours qu'il existe au niveau des villages des traditions qui veulent qu'on puisse faire subir des traitements à certaines personnes afin de prolonger leur espérance de vie. Ah, vous êtes méfiant, Maître Passeret, vous souriez... Non, ce n'est pas que je suis méfiant. Vous avez posé une problématique très intéressante, à savoir le dur travail à Yako, mais aussi vous déplorez l'espérance de vie, 47 ans. Je crois qu'il faut être prudent quand on est en Afrique. Vous savez, je ne crois pas que l'Africain cherche à vivre longtemps. Pour moi, peu importe que j'ai 100 ans ou que j'ai 40 ans, que je vive bien, en conformité plutôt avec ma culture, c'est cela qui me rend heureux. Les hommes, ils luttent pour qu'il y ait un minimum d'équilibre, un minimum de bonheur. Si la maladie intervient entre-temps, c'est autre chose. Je crois qu'il ne faudrait pas confondre l'Afrique avec cette course effrénée en Occident où l'homme cherche forcément à avoir 100 ans. Non. Voilà tout le problème. C'est pour cela qu'il y a tout un équilibre. Il faut lutter avec les plantes. C'est notre mode de soins. Et que, bon, à partir de là, on puisse vivre le maximum. Mais le maximum dans la philosophie de l'espoir et de la vie du continent africain, en particulier du Burkina Faso. Alors vous dites qu'il y a peu besoin d'utiliser des vaccins. On peut utiliser des plantes pour se vacciner. Ce n'est pas uniquement en se faisant inoculer avec des bactéries atténuées ou des virus atténués que l'on peut se vacciner. J'ai eu la surprise de découvrir en tant que scientifique, en tant que biochimiste, de découvrir que pratiquement mes ancêtres se vaccinaient en utilisant uniquement des extraits de plantes. Mais c'est quelque chose qui s'est perdu avec le temps. Quelque chose qui a été élagué. On peut dire que nous avons jeté l'eau du bain avec le bébé. Nous sommes devenus des acculturés. Chasse aux sorcières exige, parce que pendant très longtemps, cette médecine traditionnelle a été combattue, n'est-ce pas, traitée de paganisme. Les tradithérapeutes ont, il n'y a pas très longtemps, été chassés et ils n'avaient pas cours. Et il se trouve qu'actuellement, avec la paupérisation de nos populations, l'inaccessibilité des centres de santé, et puis surtout le fait que, même en Europe, où la médecine moderne avait été donnée comme modèle, on se remet à se poser des questions sur cette médecine de chimie de synthèse. Et qu'on est revenu un peu sur tout cela pour essayer quand même de rééquilibrer tout ça. Mais on est revenu sur la médecine. Vous avez recueilli des secrets des anciens? Oui, je peux dire oui.
je peux dire oui, et que j'ai soutenu cette thèse qui se voulait être une thèse sur la médecine curative. Mais, comme je viens de vous dire, il y a aussi la médecine préventive, qui est vraiment très riche et qui n'utilise pas seulement que des plantes. Je m'excuse de revenir sur votre définition, mais cette médecine traditionnelle utilise non seulement des parties de plantes, mais des morceaux d'animaux et aussi des minéraux. Et des morceaux d'animaux, c'est-à-dire c'est-à-dire, ça peut être soit des peaux d'animaux, soit des sabots, soit simplement des poils, ou même des qui ont des effets curatifs. Oui. Et donc, pendant 25 ans, j'ai recueilli ces informations-là. Depuis 1974, j'ai enregistré, j'ai transcrit et j'ai essayé de leur donner leur binôme latin, aussi bien les animaux que les plantes. Et puis j'ai enfin essayé de savoir qu'est-ce qu'il y avait dedans comme principe actif à même de justifier l'activité dont on peut pratiquement se prévaloir. Alors l'espérance de vie, on l'a dit, est faible, même si ça n'a pas beaucoup d'importance, vous le disiez, Maître Passeret, pour un Africain, mais on compte beaucoup d'orphelins, d'enfants livrés à eux-mêmes, et il y a une femme tout à fait étonnante qui redonne confiance en développant le sens de la tradition, artistique de préférence. Son nom c'est Mama Kouyaté. Elle a pris sous son aile protectrice en particulier une jeune fille de 17 ans qui a pour prénom Mamie. Elle est pleine de bon sens comme vous allez le voir et elle prône elle le respect de la tradition. Je rêve, c'est de créer à Ouagadougou un village artistique d'enfants, où tous les enfants du monde pourront venir se rencontrer pour un partage au niveau de la culture. Et je crois que mon rêve est en train de se réaliser. Wamdé, pour nous, c'est le partage. C'est le partage, l'échange. Et Wamdé aussi offre à ses enfants la chance d'apprendre un métier. Parce que la danse, c'est un métier, ils peuvent s'en servir. Par la musique, la danse et le théâtre, on peut connaître ses propres racines, qui est important pour nous, Africains. La tradition, même déjà comme ça, c'est très important pour un Africain. Parce que nous, on doit respecter ça. On voit le modernisme, on regarde à la télé, on voit comment vous êtes, on veut être un peu comme vous. Bon, c'est ça aussi qui fait que l'Afrique perd ses traditions. Bon, par exemple, aujourd'hui, on peut voir que beaucoup de filles, elles veulent s'habiller comme vous, les Spice Girls, on veut mettre comme ça, bon, les jeans, on veut mettre avec les hauts. C'est ça qui fait qu'on perd nos traditions. Mais c'est pas parce qu'on veut porter ça, on veut changer un peu pour être comme vous, qu'il faut oublier tout. C'est maintenant que les gens commencent à comprendre que l'excision, c'était un défaut. Et maintenant, même dans nos télévisions, on fait des publicités, on fait beaucoup de publicités pour montrer, même pas les gens qui vivent en ville, pour montrer aussi aux villageois que bon, ce qu'ils avaient en tête, c'était un truc passé, quoi. Il faut qu'on oublie ça et ils reviennent sur le présent. Donc, de nos jours, beaucoup, ils regrettent, quoi. Beaucoup de filles même regrettent d'être excisées. Beaucoup aussi regrettent d'avoir pratiqué ça. Bon. Il faut aimer là où tu es. Il faut aimer d'abord même ton milieu. Si tu n'aimes pas ton milieu, bon, tu peux dire que tu n'aimes pas, tu ne vis pas bien, donc tu veux aller là-bas. Mais quelqu'un même qui n'aime pas là où il est, ce sont ces genres de personnes-là qui sont un jour à l'extérieur et qui peuvent se mêler avec les gens de l'extérieur pour critiquer leur pays. Il faut d'abord aimer là où tu es.
femmes sont les plus grandes victimes de la pauvreté, ça on le sait, grossesse multipliée, poids de la tradition, polygamie, analphabétisation aussi. Et la première dame de ce pays tente de bousculer les choses par différentes actions. Chantal Compaoré nous a reçus chez elle dans sa résidence. Vous êtes d'origine un peu française, non? Oui, tout à fait. Mes deux grands-pères, maternels et paternels, sont français. Et mes deux grands-mères, il y a une qui est ivoirienne et une qui est burkinabé. Comment vous définiriez les burkinabés en quelques mots? Ce sont des gens travailleurs, très sympathiques, mais très durs aussi. Pourquoi? Ils sont fermes dans leurs décisions et tout ça. Vous restez dans votre tour d'ivoire ou vous Non, sortez? pas du tout, pas du tout, pas du tout. D'ailleurs, je n'habite pas le palais. Je suis dans ma villa que mon mari occupait quand il était ministre d'État. Je suis toujours dans cette villa et je m'y plais bien. Je n'aime pas tout ce qui est très mondain. Bon, ma foi, disons, le statut de mon mari veut aussi que par moment je sois dans ces conditions-là, mais enfin, je m'y adapte. Mais je sors beaucoup. Je vais beaucoup vers les populations et je crois que c'est ça qui est un peu mon fort. Alors, quand on va dans les villages, les femmes ont des conditions de vie assez difficiles. En plus, elles n'ont jamais de rôle social puisque le chef de famille est toujours un homme. Ça, vous vous battez aussi pour une évolution dans ce sens? Ben oui, nous essayons, par exemple dans les provinces, d'essayer de donner des parcelles de terre aux femmes afin que ces femmes puissent cultiver leur propre champ après le champ familial, où c'est bien sûr l'homme. Mais elles ont des parcelles où elles font aussi du maraîchage et le produit de cette vente leur appartient. Donc déjà c'est un pas vers une autonomie. Voilà, une autonomie, tout à fait. Est-ce que vous avez de l'influence auprès de votre mari, le président? Non, non, je pense pas. Je pense pas, mais je crois que par moment, certaines de mes idées sont bien perçues par lui. Mais je ne pense pas que ce soit une influence. Est-ce que vous êtes une femme heureuse à la tête d'un pays? Vous êtes la première dame du Burkina. Est-ce que c'est un fardeau que vous aimeriez bien voir s'arrêter ou pourquoi pas renouveler? Il vient de l'être d'ailleurs. Oui, il vient de l'être, mais bon, je pense qu'on ne restera pas tout le temps au pouvoir. Il faudra partir un jour, mais ce sera avec joie que je partirai, parce qu'au moins j'aurai mon mari à moi toute seule. On vient de voir Mme Compaoré à son franc-parler, à sa liberté d'expression. Vous êtes rédacteur en chef du journal du jeudi. Est-ce que c'est un journal satirique. Est-ce que vous caricaturez parfois la femme du président? La femme du président, oui. Je me rappelle d'une caricature qui a fait la une de notre journal il y a un peu plus de 2 ans et qui avait failli conduire le directeur de publication du journal que je suis à la police pour une garde à vue. Parce que, bon, elle n'était pas directement représentée sur la scène, si vous voulez, mais il y avait une allusion qui a été jugée un peu déplacée. Donc, c'est vous dire que, en fait, Maître Passeré qui est sur ce plateau peut témoigner que personne n'est épargné. En tout cas, dans lui-même non plus. Exactement. Mais est-ce qu'il y a une véritable liberté, justement, d'expression? Est-ce que parfois, il vous arrive d'être sanctionné, d'être censuré? Non, non. En tout cas, depuis 7 ans et demi que ce journal existe, on n'a jamais eu de cas de censure, en tout cas pas direct. Mais si vous m'avez posé la question il y a 3 mois, je vous aurais dit que nous jouissons d'une pas totale liberté d'expression. Mais en tout cas, on pouvait travailler franchement avec... mais depuis l'événement qui a quand même endeuillé tout le Burkina Faso, la mort de notre confrère, évidemment ça a tout remis en cause. Et puis en attendant de savoir exactement quels sont les tenants et les aboutissants de cet événement tragique, pour notre part, depuis donc août 91 que nous existons, disons que petit à petit nous avons essayé d'élargir, de bousculer les balises, d'élargir un peu ce champ de liberté. Quand on est arrivé, ce n'était pas évident. Les premières caricatures qui mettaient, j'allais dire, aux prises le président Compaoré et le défunt président Thomas Sankara à la une du journal,
je peux vous dire qu'à l'imprimerie, les ouvriers n'étaient pas rassurés, ils étaient sûrs que c'était la saisie. Donc il a fallu essayer, et puis petit à petit, on a réussi à mettre en place, avec le concours de tout le monde, évidemment, des lecteurs, même si on déplore un peu. Parce que ce qui manque ici, on n'a pas une opinion publique assez forte, si vous voulez. Mais bon, les différents journaux, les différentes tendances, chacun avec ses lignes éditoriales. Vous voulez dire que les Burkinabés n'ont pas une grande conscience politique? Si, ils ont une grande conscience politique par rapport, en tout cas, comparativement, si je peux le dire, à un certain nombre de pays dans la sous-région. Au Burkina, en tout cas, de ce point de vue-là, il n'y a rien à dire. Mais c'est là, je ne sais pas si c'est dû à la réserve des peuples sahéliens, les gens ne manifestent pas assez. Or, justement, nous, on a besoin de savoir qu'on est adossé, si vous voulez, à ce public-là, qui manifeste. Exactement. Parce que si le journal il est saisi, si le directeur il est mis en tôle, si personne ne manifeste, évidemment, bon, tout seul on ne représente rien. En fait, on repose sur un socle, qui fait un peu qui garantit notre liberté. Et les Burkinabés aiment l'humour, énormément. Aiment que l'on caricature la politique et la société. Les gens aiment beaucoup l'humour, je veux dire que c'est un trait de caractère culturel. Je crois que M. Passeret serait mieux placé pour développer cet aspect. La dérision. Oui. Et aussi un aspect qui se prête beaucoup, que nous avons beaucoup exploité dans ce journal, c'est un trait culturel que nous appelons ici la parenté à plaisanterie, qui fonctionne entre les ethnies, qui est une espèce de soupape de sécurité qui, entre deux groupes donnés... Il faut dire qu'il y a 60 ethnies ici. Oui, oui, donc ce mécanisme socio-culturel est très important, joue son rôle, et puis nous essayons de le prendre en compte. Un journal qui coûte 2 francs. 2 francs, il y a à peu près 9000 exemplaires chaque semaine. Oui. Est-ce que la formation est colportée aussi oralement dans les villages? Absolument, surtout oralement. C'est le principal support, si on peut dire. C'est ce qu'on appelle le tam-tam africain pour nous? Oui, si vous voulez. Notre culture, à nous, en tout cas notre civilisation, c'est la tradition orale. Pas tellement l'écriture n'y a pas cours. Et dans bien des domaines, en particulier la médecine traditionnelle, tout se passe oralement. Et généralement, on adosse certaines choses que l'on voudrait qu'ils soient immuables, on l'adosse à la culture, aux usages, aux coutumes. Et là, on est sûr de la fidélisation, n'est-ce pas, de l'idée ou de la fidélisation de la pratique. Et en médecine traditionnelle en particulier, j'ai eu personnellement l'occasion de vérifier cela, que tout le monde ne pouvait pas tout savoir. Il y a des phases initiatiques et il y a des tradithérapeutes qui préfèrent mourir avec leurs secrets plutôt que de les divulguer. Et s'ils n'arrivent pas à trouver, n'est-ce pas, quelqu'un dont ils soient sûrs qu'il perpétuera fidèlement leur médecine, ils ne le transmettent pas. Alors la tradition, on va l'évoquer. Tout d'abord, expliquez-nous quel est le costume que vous portez. C'est un symbole, il y a une explication, une signification? Non, en fait, c'est une tenue traditionnelle. Oui. C'est votre emblème? Oui, c'est-à-dire que bon, j'ai des responsabilités coutumières chez moi, et en raison de ça, et du fait que mon peuple, cette fois-ci sous l'angle coutumier, est un peuple de conquérants, un homme ne se déplace jamais sans son attribut, et l'attribut est forcément une arme, même si c'est une arme blanche ou autre. Je vous arrête, Maître Passeret, parce que depuis des siècles, le vendredi matin, se déroule la cérémonie du faux départ, selon une étiquette très protocolaire, immuable, et pour la première fois, l'empereur nous a autorisé donc à filmer ce rituel sans âge, le fondement même de la société burkinabé. Vendredi, 7h du matin à Ouagadougou, dans la cour extérieure du palais de l'empereur suprême des Mossé, le Moranaba, se prépare la cérémonie du faux départ. Cette cérémonie séculaire retrace un événement historique. Au Xe siècle, Yenanga, princesse amazone à la cour de l'empereur Nabawarga, s'était enfuie du palais en emportant de précieux fétiches royaux. L'empereur s'apprête à partir à sa recherche pour la punir. Des pages, jeunes hommes vêtus de pagnes de femmes s'avancent vers la case impériale. Toutes les ethnies et les religions représentées par leurs hauts dignitaires attendent. Serviteurs et gardes rapprochés, munis de gourdins, signe de leur caste, prennent position sur le devant de la cour.
Paré de la robe rouge, symbolisant le soleil levant auquel est identifié l'empereur des Mossé, le Moronaba sort de son palais à l'heure où le soleil se lève. Un premier coup de canon annonce le début de ce rituel, vieux de plus de 1000 ans. Seul ce moment de la cérémonie est visible pour l'ensemble de la cour. Le Moronaba fait avancer son cheval harnaché pour l'occasion. À distance respectueuse, les plus hauts dignitaires de la cour et leur suite saluent selon la tradition. Par 12 fois, il s'incline par souci d'allégeance. Parmi eux, le Larnenaba, le Oudinaba et le Kamsaogo, chef des eunuques, le personnage le plus proche du Moronaba. Chaque vendredi, selon le rite de la cour de l'empereur des Mossé, le Kamsaogo, émissaire des ministres et des chefs coutumiers, implore le Moronaba de ne pas partir en guerre, de ne pas mettre sa vie en danger, de ne pas tuer sa princesse, de renoncer à ce voyage. La distance qu'il respecte ne doit être ni trop proche, afin de ne pas se brûler au soleil, ni trop lointaine, car il aurait alors trop froid. Les tambours de message soulignent la demande en grâce du Kamsaogo. Le Moronaba accepte de pardonner, renonce à partir et renvoie son cheval. Vêtu d'une autre tenue, le Moronaba reçoit les remerciements de la cour pour sa sagesse, qui crée les conditions d'une paix sociale. Un page s'avance, salue les ministres, annonce la fin de la cérémonie et fait savoir que l'empereur souhaite une bonne journée à tous. Un dernier coup de canon marque la fin de la cérémonie du faux départ. Maître Passeré, ça a été réellement une grande première. Est-ce que c'est une révolution morale? Je ne sais pas s'il faut faire état d'une révolution morale, mais en tout cas, c'est un changement, c'est un nouveau départ, parce qu'il y a quand même une réalité. Et c'est une puissance qui date de depuis un millénaire, donc qui a des secrets de depuis un millénaire. Alors rester enfermé. Pourquoi le divulguer alors? Non, rester enfermé et sans révéler une petite partie pour être connu à l'extérieur. Il faut savoir qu'avec notre monde aujourd'hui de l'écriture, il y aura une grave déperdition, à commencer par ceux qui sont chargés de consigner cela. C'est pour cela, je le crois, qu'on a permis au moins à ce que cette cérémonie du faux départ puisse être divulguée, montrée, d'autant plus que ça se passe à l'extérieur de la cour. Est-ce qu'on peut parler alors de contre-pouvoir? C'est la question évidemment que tout le monde se pose. Et quelle est l'utilité en fait de cette tradition? L'utilité de la tradition, en fait, tradition, je ne sais pas si c'est le mot qu'il faut, mais c'est la culture du milieu qui constitue, j'allais dire, un peu tout pour le milieu. En Afrique, la culture n'est pas un produit de l'homme. C'est la culture qui produit l'homme. Et c'est la culture qui crée même le politique et définit le politique et toute la vie de l'homme.
Donc à partir de là, il y a une grave et une importance à prendre en considération. Donc c'est pour cela que pour pouvoir gouverner les hommes, il faut d'abord passer par la culture. D'où ce poids coutumier que nous avons au Burkina Faso, qu'on pourrait appeler contre-pouvoir. Je ne sais pas si c'est un contre-pouvoir, mais je veux dire que c'est un poids à même de contribuer à la connaissance des hommes, à même de contribuer à la gestion des hommes et pour la réalisation du bonheur des hommes. Alors on a vu bien sûr sur ces images, et puis nous-mêmes nous avons assisté à la cérémonie, qu'il n'y avait pas de femmes. C'est une hiérarchie donc essentiellement masculine. Vous savez, je n'aime pas beaucoup qu'on ramène l'Afrique, particulièrement cette société, à des stéréotypes. Hommes, femmes, et tel ou tel. Non. C'est une société où il y avait une division scientifique, excusez-moi l'expression, du travail. C'est pour cela que vous avez dû voir qu'un homme portait une tenue avec des cloches. C'est le représentant de la société qui a été colonisée et qui n'a pas accès au pouvoir politique. Donc tous les hommes n'ont pas accès à tous les aspects du pouvoir politique. De même, les femmes ont un domaine qui leur est absolument réservé. Le harem. Pas du tout. Pour cette cérémonie du faux départ, il faut savoir, excusez-moi de le dire en public, puisque vous n'avez pas vu, que la reine-mère elle-même était en train d'assumer une mission à l'intérieur de la cour pour accompagner ce que les hommes font. Autrement dit, ce n'est pas une exclusion. Parce que des hommes seraient exclus des hommes. Le Moronaba ne peut pas être forgeron. Il ne peut pas assumer telle ou telle mission. De même, n'importe qui ne peut pas faire n'importe quoi. Donc il y a une division. Les hommes ont leur fonction, les femmes ont leur fonction, mais avec le temps, hélas, et 1000 fois, hélas, je le regrette, on a fait de la femme le laisser pour compte de nos sociétés traditionnelles, complètement défigurées avec les contacts de civilisation. Odile, vous avez déjà assisté au faux départ? Oui. Oui. Et qu'est-ce que vous avez pensé? Vous en avez pensé? Vous avez ressenti quoi? Vous savez, dans le faux départ, il faudrait aussi, je crois que je m'attendais à ce qu'il vous parle des serviteurs qui sont là autour du Moro et qui sont habillés et coiffés comme des femmes. N'eût été le fait qu'ils n'ont pas de poitrine, vous auriez pensé que ce sont des femmes. Ils sont nattés, ils portent des pagnes, ils portent des bijoux. En fait, c'est l'image même de la femme. Ce sont des jeunes garçons. Ce sont des jeunes garçons. Et n'eût été le fait que nous savons que ce sont des jeunes garçons, on penserait que ce sont des épouses du Moro qui sont là, assis autour de lui, et prêts à exécuter toutes les tâches qu'une femme doit exécuter, à savoir porter de l'eau à boire ou vanter le chef, etc. C'est donc des rôles de seconde zone que l'on leur attribue. Mais en réalité, la femme a sa place. Et comme dans toutes ces sociétés, il ne nous vient même pas à l'idée de vouloir aller chercher à nous insérer là où nous n'avons pas notre rôle à jouer. Mais ce qui est certain... C'est-à-dire dans quel domaine? Dans le domaine... Même en politique, elle joue un rôle très très important. Parce que la Portiema, par exemple, la Portiema joue un rôle primordial. C'est vrai que, puisque toutes ces civilisations-là, la femme en général, elle est en second plan, mais c'est elle plutôt qui gouverne tout cela. Un petit mot, maître Oui, c'était pour dire, rejoindre ce qu'elle a dit, la Portiema joue un rôle éminent. Mais je vous signale, en Occident, c'est le président de la République qui a l'exercice du droit de grâce. Dans l'organisation des Mossé, c'est le Wemba. Et le roi, le ministre Wemba, est toujours une femme. Et quand bien même c'est un homme qui l'exerce, qu'on l'appellera comme une femme. Je voudrais qu'on termine sur le karité, parce que c'est l'arbre d'ici tout de même. Hein. Et puis, pour vous, c'est aussi un produit très important, puisque vous avez fabriqué toute une gamme de produits à base de karité, qui est vendue, bien sûr, au Burkina. Vous aimeriez bien pouvoir le distribuer à l'étranger. Quelles sont les vertus, en fait, du karité? Bien. Alors, le karité, c'est un arbre de cueillette de chez nous, qui existe surtout au niveau du climat soudano-sahélien, et donc il n'existe pas beaucoup en Afrique, et le Burkina Faso a eu la chance d'être vraiment en plein dans cette zone-là, et donc qui aurait pu nous rapporter des devises si nous avions eu la possibilité de maîtriser la transformation de son amane, qui est très riche en beurre, en huile, et généralement en Europe, on connaît le beurre de karité, parce qu'il y a beaucoup de cosmétiques
qui se targuent d'en contenir, mais quand vous lisez la formulation, la composition, il y en a très peu en définitive, vous voyez que c'est souvent pas beaucoup. Mais ici, nous avons pensé que puisque nous étions en plein dans cette zone-là, nous pouvions nous permettre d'inverser, n'est-ce pas, les pourcentages en ce qui concerne la formulation. Et c'est ce qui permet d'avoir une très belle peau et de beaux cheveux. Oh, je vous remercie pour cela. Dernier aspect du Burkina, je vous remercie tous les trois. Et nous allons aller voir les grands espaces du Burkina, des grands espaces qui sont intacts, très authentiques et qui abritent 1 million d'espèces d'animaux. Nous nous sommes rendus à la frontière du Bénin, dans la réserve d'Arly, le reportage de Vanessa Burgraff. Je suis Tchemounou Lekao Clément, contrôleur des eaux et forêts, conservateur adjoint de l'unité de conservation d'Arly. Nous sommes dans le parc d'Arly en ce moment. Il compte 110 000 hectares. Et si on veut considérer toutes les espèces qui existent, on peut parler peut-être plus d'1 million d'animaux. Dans cette zone, on ne peut pas parler d'absence de liberté parce que ils ont une certaine quiétude. La preuve est que vous avez vu, les quelques espèces que nous avons vues n'ont pas peur de vous. Ils n'ont pas fui en tant que tels. Alors que si vous alliez dans une zone de chasse à côté, vous verrez tout de suite la différence. Nous venons de voir un jeune coq de buffon, solitaire. Et vu son âge, il est assez jeune. Ce n'est pas très normal qu'il soit tout seul. Probablement, sa maman a été prise par un lion. Ici, nous avons les traces d'un hippopotame. Vous savez, c'est une espèce amphibie, c'est-à-dire qui vit aussi bien dans l'eau que dehors, et qui est parti dans ce sens. Alors, il a quitté le cours d'eau qui est derrière nous, et il a traversé pour aller au pâturage. Les singes que nous venons de voir, donc, c'est les babouins. Au sein du groupe, donc, vous avez ceux qui sont chargés de la surveillance pour alerter le groupe en cas de danger. Vous avez ceux qui sont chargés d'assurer la sécurité rapprochée du groupe. Donc dans le mouvement du groupe, vous avez les défenseurs en avant, en arrière et sur les côtés, encadrant ainsi les plus faibles, c'est-à-dire les femelles et les jeunes au milieu. Le peuple burkinabé est très marqué, en tout cas par les animaux, parce que vous avez des ethnies qui se disent descendre de certaines espèces. Si vous prenez les Biligo Mossi, ils sont descendus, paraît-il, de l'éléphant. C'est le crocodile qui protège effectivement le village, qui fait le bonheur du village, auquel également le village va de temps en temps offrir des sacrifices pour demander la paix. On peut dire que vraiment, par rapport aux zones de chasse, ici, cette zone-là constitue quand même un paradis pour nos animaux. Loin des tours opérateurs et des safaris photos, le tourisme ici est quasiment inexistant. Néanmoins, c'est un pays en voie de développement, un petit pays de 10 millions d'habitants. On l'appelle peut-être un peu abusivement le Japon africain. Merci de nous avoir suivis. J'espère que grâce à ces deux émissions, vous avez mieux cerné ce qu'est le Burkina Faso, ce petit pays de l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes au marché, c'est l'heure du marché, c'est l'heure du petit déjeuner ici. On se retrouve samedi prochain pour un nouveau petit déjeuner, mais depuis Paris cette fois. Merci à tous les Burkinabés rencontrés et puis merci à l'équipe qui a travaillé sur ces différents reportages. À samedi prochain, d'ici la bonne semaine. Merci.